pourquoi du rapport, je crois que c'est le constat que l'Europe est en phase de déclin technologique par rapport aux États-Unis, notamment. Donc là, je vous montre un diagramme qui sera présenté également par Antonin, qui est dû à Antonin. Et ce que ce diagramme montre, c'est le PIB par tête de la zone euro par rapport au PIB par tête américain. Vous voyez que ça baisse beaucoup, évidemment. Là, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui fait chuter ce PIB par tête européen par rapport au PIB par tête américain. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une phase de rattrapage jusque dans le milieu des années 90, milieu des années 90, et ensuite, à nouveau, il y a un déclin européen par rapport aux États-Unis. Et Antonin va nous expliquer le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce déclin. Oui, je ne dois pas m'éloigner du micro. Toujours mon problème, c'est que je bouge beaucoup. Alors, pas mettre d'équation, c'est la seule que je mets, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, il y a deux façons de faire de la croissance de la productivité. Une manière, c'est de rattraper la frontière technologique, c'est de faire de la croissance de rattrapage. Une autre façon, c'est que je suis déjà à la frontière et je produis de la croissance de la productivité en innovant sur moi-même, en innovant à la frontière. Et les politiques qui sont bonnes pour le rattrapage ne sont pas les mêmes politiques que celles qui sont bonnes pour la croissance à la frontière. Si maintenant on revient à la comparaison entre l'Europe et les États-Unis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la phase de rattrapage de l'Europe, en fait, pourquoi l'Europe a rattrapé pendant les 30 Glorieuses, entre la fin de la guerre et enfin, un peu plus, et jusqu'à la fin des années 80, c'est parce qu'en fait, on avait d'abord, il fallait reconstituer nos stocks de capital, donc on a pu reconstituer notre stock de capital. Le plan Marshall a aidé, évidemment, et le prix de l'énergie faible. Et par ailleurs, on a imité des technologies, alors on a innové, mais on a imité beaucoup de technologies venant des États-Unis notamment, grâce au niveau éducatif que nous avions chez nous. Nous avions la possibilité donc de rattraper par la reconstitution de notre stock de capital et l'adoption de l'imitation de technologies venant des États-Unis. Alors maintenant, évidemment, on est dans un stade où on a rattrapé largement et on doit on doit maintenant innover à la frontière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas su adapter nos institutions d'institutions qui favorisent le rattrapage à des institutions qui favorisent l'innovation de rupture, la croissance à la frontière. Et ça s'est passé juste au moment où est arrivée la révolution des technologies de l'information venant des États-Unis. Les États-Unis ont su monter tout de suite dans ce train-là, et nous sommes montrés très tard et incomplètement dans le train de la révolution des TIC. Et le danger, c'est qu'il se passe la même chose à nouveau avec l'IA, c'est-à-dire qu'on met trop de temps à monter dans le train de l'IA. Alors, qu'est-ce qu'un bon système, un bon écosystème d'innovation? Je ne veux pas rester trop long, je regarde la montre, puisque je suis censé discipliner tout le monde, et donc je m'impose la discipline à moi-même. On ne fait pas pour innover à la frontière, on ne le fait pas si on n'a pas un système de recherche fondamentale bien financé et bien gouverné. On ne le fait pas si on n'a pas un écosystème financier adéquat. Et on ne le fait pas si on n'a pas également des politiques, une bonne combinaison entre politique de concurrence et politique industrielle dans des domaines clés. Il faut ces ingrédients-là, quoi, voilà. Alors, je ne veux pas passer trop longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis? Ils ont d'abord des universités très bien financées. Ils ont des agences comme la National Science Foundation et la National Institute of Health, dont on a l'ANR, mais ils ont également des fondations privées comme la Howard Hughes Medical Investigator qui financent des chercheurs sur le long terme. Nous n'avons rien en France, par exemple, et en Europe quasiment rien pour financer des chercheurs sur le long terme. Donc ils ont tout un écosystème pour favoriser la recherche fondamentale, d'accord ? Et puis, donc par exemple, ça c'est le Howard Hughes Medical Investigator. On compare ici des chercheurs qui reçoivent un financement de la Howard Hughes Medical Investigator à des chercheurs de niveau comparable qui n'ont pas reçu le financement. Et on voit que les publications, et notamment les publications dans les meilleures revues scientifiques, eh bien, est stimulée par le fait de recevoir un financement de la HHMI. Nous n'avons rien comme le HHMI en Europe et en France en particulier. Alors la deuxième chose, c'est l'écosystème financier. L'innovation à la frontière, c'est très bien d'avoir du financement bancaire, mais c'est aussi important, encore plus important, d'avoir du capital risque et des investisseurs institutionnels. Par exemple, aux États-Unis, on sait que les capital risqueurs
eh bien, ils sélectionnent typiquement les innovations, les gens qui produisent beaucoup de brevets. Donc ça, on regarde ceux qui reçoivent qui ont la plus grande probabilité de recevoir des financements de capital risqueur aux États-Unis, c'est également les gens qui sont au quantile supérieur en termes de nombre de brevets. C'est-à-dire que les venture capitalistes américains sont très bons à sélectionner des gens qui innovent plus. Mais non seulement ils les sélectionnent bien, mais à qualité égale, une fois qu'ils les ont financés, eh bien, ça donne un boost, ça stimule la production d'innovation, vous voyez, de brevets par ces entreprises. Donc, vous voyez, le capital risque, c'est très important. Mais nous, il est très peu développé en Europe, d'accord, par rapport aux États-Unis. Et puis, il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les fonds de pension, les fonds de retraite. Eh bien, nous, évidemment, en partie parce qu'on a un système de répartition et pas un système par capitalisation, encore que d'autres pays en ont, on a des investisseurs institutionnels beaucoup moins développés qu'aux États-Unis. Or, ils stimulent beaucoup l'innovation, notamment dans les grandes entreprises. Et là, c'est simplement, je ne veux pas vous regarder les chiffres, mais ça montre que plus vous avez un investisseur institutionnel qui a des parts importantes dans des grandes entreprises américaines, plus ces entreprises sont innovantes. Et on montre que l'effet est causal avec mes collègues Vandrinon et Zingales. Voilà, donc vous voyez, ça, cet écosystème-là financier, eh bien, on ne l'a pas du tout en Europe comme on l'a aux États-Unis. Et finalement, il y a les politiques industrielles, notamment le modèle ARPA, et comment réconcilier politique industrielle. Nous, très souvent, au nom de la politique de concurrence en Europe, on a dit pas d'aide sectorielle d'État, et on est très anti-politique industrielle. Or, là, il va falloir de la politique industrielle, mais qui soit pro-concurrence, réconciliée avec la politique de concurrence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour nous mettre aux standards américains, aux meilleurs standards mondiaux? Il nous faut d'abord un vrai marché unique pour les biens et services, et Mario explique en quoi nous sommes très loin encore du marché unique, et on a beaucoup à faire parce qu'un innovateur en Europe doit pouvoir vendre partout, et ça permet d'abord d'avoir plus de valeur pour l'innovation que vous faites, plus de récompenses, et en même temps, ça stimule la concurrence. Donc, le marché unique, c'est très important, et nous sommes loin encore du marché unique. 2, il faut un marché du capital intégré, avec beaucoup plus d'importance, en donnant beaucoup plus, mettant l'accent beaucoup plus sur financement par action, equity financing, venture capital, investissement institutionnel, plutôt que uniquement financement bancaire. Et puis, il faut repenser complètement la politique d'innovation européenne, partant de la recherche fondamentale jusqu'à la politique industrielle, les DARPA. Nous n'avons rien en Europe qui s'apparente de près ou de loin à des DARPA. D'accord? Alors, en gros, pour terminer, le grand problème de l'Europe, c'est qu'on est un géant réglementaire et un nain budgétaire. Nous sommes très hayékiens. Et il faut, vous voyez, on a les 3 piliers de la politique européenne économique. Le pacte de stabilité, c'est très bien, mais on met sur le même plan des dépenses de fonctionnement et des dépenses de croissance. Il faut qu'on distingue entre les deux. On a une politique de concurrence au nom de laquelle on empêche la politique industrielle. Il faut au contraire que ce soit une politique de concurrence qui accommode la politique industrielle et qui pousse pour une politique industrielle compatible avec la politique de la concurrence. Et le budget européen, c'est 1% du PIB. Il faut permettre des possibilités d'emprunt européen. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez juste dire là, il y a un agenda énorme. C'est un rapport révolutionnaire qu'a produit Mario Draghi. Et donc, c'est un honneur, Mario, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je passe la parole à le deuxième intervenant. Merci beaucoup.